Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je réagis à l'actualité très récente puisque je viens d'apprendre via Twitter, via Ufotinic, merci à toi, qu'il y avait des articles un peu partout en Suisse actuellement sur le fait qu'un pilote de F-18 sera jugé par le tribunal militaire à Aarau suite à un accident qui a eu lieu au-dessus de la France, au-dessus du Jura français en 2015. Donc il y a une comparaison le 9 décembre en Suisse. Et dans la foulée, j'ai eu d'autres personnes qui sont entrées en contact et qui m'ont demandé un petit peu de traiter ce sujet. Donc je ne suis pas juge, je ne suis rien du tout. Je vais juste vous apporter ma vision, ma compréhension, avec tous les biais que ça implique, sur ce que j'ai trouvé sur cet accident, à savoir un extrait du dossier de presse de la justice militaire suisse, de la Confédération suisse, qui date d'un compte-rendu du 7 juin 2017 qui vient retracer un petit peu tous les faits. Donc je vous propose ça sur un petit format rapide, de manière à vous permettre de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on va pouvoir voir dans la presse dans les prochains jours, mieux comprendre les tenants, les aboutissants. Donc on est parti 14 octobre 2015, il y a eu un accident d'un F-18 biplace des forces aériennes suisses qui s'est écrasé dans le département du Doubs, à Glamondas, dans le Jura. Donc oui, il y a différentes zones dans le ciel et il est possible que des avions suisses viennent s'entraîner dans l'espace aérien français et inversement, ça fait partie de coopération, de choses comme ça. Le 20 octobre 2015, le commandant de l'escadre d'aviation 11, alors on est dans une vidéo rapide réaction à actualité, je peux vous faire tout l'historique, je vous en parlerai une autre fois de tout ça, mais a donc demandé l'ouverture d'une enquête. À cause de quoi? Eh bien, à cause de l'accident de cet avion. Dans l'enquête, il y a de l'expert technique aéronautique, de l'expertise médicale, bref, le grand classique. On apprend que la boîte noire a été récupérée, mais les autres enregistreurs ont été détruits dans l'accident. L'accident, c'est un FA. FA, c'est pour Fighter Attack, parce que c'est un avion multirôle, 18D Hornet. Hornet, c'est le bourdon. Hein. Il devrait être remplacé par d'autres aéronefs. Il y a eu une votation en Suisse il y a peu. Ça sera soit du Super Hornet, du Rafale, du Typhoon. On ne sait pas encore et je le traiterai dans une vidéo. Donc il fait un exercice qu'on appelle une 2v1 de F5, qui sont également des avions suisses, mais de fabrication américaine, et que vous connaissez tous comme étant le MiG-28 dans Top Gun, contre un F-18 Hornet. Donc c'est un seul Hornet, ce qui est assez rare. Hein. Généralement, on aime bien travailler à deux, qui vient s'entraîner à faire des interceptions et du combat aérien, qu'on appelle de l'ACM, Air Combat Maneuvering, 1 contre 2, dans quelque chose de vraiment très classique. Donc ça ressemble à quoi? Décollage du Hornet à 10h55 de Payerne. Les F5 ont décollé de la base de Sion, donc le briefing a dû avoir lieu au téléphone ou en visio avant. 11h10, début du travail. On a 3 phases qui sont assez logiques. Une première qui est une phase de détection radar, donc le F-18D utilise son radar pour détecter les deux F5. Phase numéro 2, il vient faire une interception pour une VID, Visual Identification, travail de police du ciel. Et au moment où il vient se rapprocher, les F5 ne sont pas coopératifs, manœuvrent en combat aérien. Et là, eh bien, on est dans du combat aérien pur. Donc tout ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, il faut un petit quart d'heure entre le début du combat et la phase 3 qui est la phase de combat. Tout ça, c'est sans pause. Hein. Normalement, c'est en combat continu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a notre pilote de F-18D qui se retrouve au hard deck. Donc il y a 2 types de decks. Vous avez, et d'ailleurs dans Top Gun ils en parlent, vous avez le hard deck qui simule le sol. C'est une altitude, par exemple on va dire aujourd'hui le hard deck est à 10 000 pieds, 3000 mètres. Le sol est peut-être à 300 mètres. Mais on a décidé que si vous voyez 9999 pieds dans votre altimètre, vous êtes mort, vous simulez que vous êtes passé sous le sol, donc vous êtes mort. Donc le hard deck, on n'est jamais censé passer en dessous. Si on passe en dessous, c'est un terminate, on est censé arrêter le combat. Au-dessus, vous avez le soft deck qui existe pour des raisons de sécurité, qui vient limiter l'amplitude des manœuvres que vous avez le droit de faire. Par exemple, quand vous êtes en dessous du soft deck, vous ne pouvez pas faire certains types de manœuvres très agressives parce que ça vient vous mettre en danger par rapport au hard deck. Donc là, après, ça dépend un petit peu des règles de chaque unité, des règles de chaque armée. Je ne connais pas les règles suisses, je ne pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Chaque pays est un petit peu différent. Mais voilà, normalement, on ne passe pas en dessous du hard deck. Maintenant, si vous passez en dessous, normalement, il y a de la marge par rapport à l'espace aérien qui vous est ségrégué, toutes ces choses-là. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Mais normalement, il y a mort fictive, tactique. Et quand vous êtes à l'entraînement, si vous êtes par exemple élève pilote et que vous passez sous le hard deck, ça peut être préjudiciable.
Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe précisément? Le pilote est au hard deck. Regardez, je vais sortir la maquette. Le pilote est au hard deck avec les deux F5 et là il décide de changer de cible. Donc il switch, pourquoi? Soit il a obtenu un valide kill, un tir sur le F5 et il décide d'aller attaquer l'autre, soit il se rend compte qu'il a besoin d'honorer l'autre F5. Je vous renvoie vers ma chaîne Aviation eSport, je fais des vidéos là-dessus en jeu vidéo, en simulateur de vol. Il bien bouger le nez et il doit changer, donc il va très violemment essayer de bouger le nez de son avion pour aller attaquer l'autre. Donc il est au hard deck, donc il n'y a plus trop de marge en dessous, il vient bouger, donc beaucoup d'incidence à basse vitesse. Il veut monter vers la droite, post-combustion à fond, donc les moteurs à fond, pour aller chercher l'autre F5. L'appareil s'est alors mis à basculer sur la gauche, dans un mouvement de barrique involontaire. Donc l'avion en gros fait ça. Le pilote a réagi en déplaçant le manche à droite, à gauche pour sortir de la barrique involontaire avant d'atteindre les nuages. Oui, il y a une couche nuageuse en dessous. Donc, en gros, vous avez le pilote qui veut faire ça, l'avion qui fait ça. Donc il réagit comment? En mettant du manche à fond de l'autre côté. Là, il est à 2200 mètres au niveau de la mer. Moi, j'aurais bien aimé savoir son niveau au-dessus du Jura. Il ne doit pas être super haut. Donc il est assez bas. Dans tous les cas, il est en dessous des 10 000 pieds. C'est bas pour du combat. Il a l'alarme engine left et left stall, donc décrochage du réacteur gauche. Donc ça, c'est pas bon. En gros, on est un petit peu comme dans le cas de Top Gun, quand Goose meurt. Là, le pilote n'a pas exécuté la mesure d'urgence prescrite dans un tel cas. En conséquence, ou pas, l'avion a continué de perdre de l'altitude et a plongé dans les nuages. Quelques secondes plus tard, le pilote s'est éjecté à environ 1855 mètres au-dessus du niveau de la mer et sûrement pas si haut que ça, quand même au-dessus du sol. L'avion s'est écrasé en piqué dans un champ à 60 mètres d'un village. Ok, donc l'avion s'est beaucoup enfoncé dans le sol, ça a contaminé le sol, tout ça, tout ça. Donc moi déjà je dis bonne décision de sortir de l'avion. Tout ce qui est avion, vous avez une perte de contrôle en dessous de 10 000 pieds. Dans les armées dans lesquelles j'ai participé, que ce soit l'armée de l'air, dans la marine ou alors dans l'US Navy, si vous êtes out of control, comme on dit, si vous n'arrivez plus à contrôler votre avion en dessous de 10 000 pieds, généralement c'est l'éjection. Si vous essayez de vous représenter mentalement à quoi ça ressemble, eh bien moi ça me fait penser un petit peu à un accident qui a eu lieu au Canada. Donc je vous mets ça, c'est un meeting aérien et ça vous donne une bonne idée un petit peu de ce qui a pu se passer. Voilà, donc à prendre avec des pincettes, j'étais pas dans l'avion, j'ai pas eu accès à plus d'informations en termes de débriefing, je n'ai que ça. Mais l'idée c'est un petit peu ça. Donc il semblerait qu'il y avait effectivement des procédures en cas d'engine stall, des choses à faire. On a quand même 2 moteurs, pas qu'un seul. Elles n'auraient pas été appliquées. On est à basse vitesse, à très haut angle d'incidence. Et ce qu'on apprend en regardant un peu plus dans le détail tout ça, c'est que la panne en fait du moteur gauche a été signalé au pilote avec un retard de 25 secondes. Donc en fait, lui pensait avoir une certaine puissance, ne le sentait pas forcément à basse altitude, concentré par son combat. Et au bout de 25 secondes seulement, il a été prévenu qu'il a eu un décrochage du compresseur. C'est pas si évident à sentir. Pourquoi? Parce que sur ces avions-là, les 2 moteurs sont très proches. Donc en termes de dissymétrie, vous n'avez pas, ça peut arriver, et c'est pas pour rien qu'il est parti en barrique, mais c'est pas si fort que par exemple sur un avion de ligne où vous avez les moteurs qui sont très excentrés, et dès que vous perdez de la puissance d'un côté, vous vous en rendez compte immédiatement. Là, il est possible, en fonction du niveau de vol et tout, eh bien, de ne pas forcément s'en rendre compte. L'expert aéronautique précise en outre que le pilote aurait pu rétablir une assiette de vol stable entre la survenance du décrochage et la chute de puissance qui en découlait dans le réacteur gauche et le déclenchement du siège éjectable. Moi, j'y trouve très dur. C'est toujours beaucoup plus facile quand on est assis, alors que tu es en combat, c'est compliqué, tu te fais surprendre, tu t'y attendais pas. C'est peut-être, oui, on est peut-être payé pour ça, mais quand même, c'est assez méchant, assez violent de voir ça écrit. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, si vous regardez les accidents de l'armée suisse, ils ont eu plusieurs accidents ces dernières années, malheureusement avec des décès des pilotes quasi à chaque fois, sauf dans ce cas-là, ils l'envoient devant le tribunal. Moi, ce que je n'aime pas trop, honnêtement, là, de mon ressenti personnel, c'est qu'on en est presque à reprocher au pilote de s'éjecter, alors que ce que j'aimerais bien avoir comme chiffre, c'est quelle marge il avait
en termes de temps avant de s'éjecter. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à perdre le contrôle de l'avion ou autre, vous avez un enfoncement très fort de l'avion et vous avez une vitesse verticale, un enfoncement de l'aéronef qui peut venir vraiment gêner votre siège éjectable. Ce qui veut dire que même si vous êtes encore à 2000 mètres d'altitude, si vous tombez comme une pierre à 10 000 mètres minute, et c'est possible en chasseur, à haute incidence, eh bien même si vous vous éjectez, vous n'allez peut-être pas survivre. Donc il y a un moment où il faut décider de sortir. Moi j'ai été éduqué à hors de contrôle sous 10 000 pieds, tu t'éjectes. Maintenant, en conséquence de ça, on est censé respecter des soft decks, des hard decks. Mais voilà, dans la marine française, par exemple, vous pouvez vous battre à 6000 pieds. Et si vous avez une perte moteur à 6000 pieds et qui commence à partir en vrille ou à plat, il va falloir sortir, sinon vous allez vite mourir. Donc c'est vraiment un moment, une zone de vol qui est très difficile. Et dans ce compte rendu que je vous mets en lien, je trouve qu'ils attaquent un petit peu beaucoup la décision d'éjection. Et à vouloir rester trop longtemps, c'est comme ça qu'on meurt. Et malheureusement, regardez des crashs de Typhoon en meeting aérien ou autre, les pilotes, par exemple en Italie, essayent de rester dans l'avion et ça tape l'eau. Donc c'est vraiment pas facile. Donc encore une fois, ça c'est pas un compte rendu aéronautique. Si vous avez le lien du compte rendu aéronautique de l'événement, je suis fanat. Mais je trouve, voilà, on voit clairement que c'est pas une enquête BEA et moi ça me chiffonne un peu. Reprocher des choses comme ça, c'est assez difficile. Le pilote a énormément d'expérience, 3000 heures de vol, 1000 sur type, donc il sait vraiment, voilà, il a beaucoup d'expérience sur type. Ce qui est intéressant, c'est de voir les conclusions. Sur les bases de la conclusion, ils retiennent une inobservation des prescriptions de service et un abus et dilapidation du matériel. Donc vous allez me dire c'est très violent. C'est ce que je me suis dit aussi, jusqu'à ce que je tombe sur un petit passage, ici, page 4, qui explique un petit peu le pourquoi du comment. L'avion accidenté a volé à des altitudes respectives de 450 mètres, 457 mètres, donc 1500 pieds, et 1066 mètres, donc en dessous des altitudes de sécurité minimales prescrites pour un entraînement au combat aérien dans ce secteur. Donc là, je serais intéressé d'en savoir plus sur ce passage-là. À quel moment est-ce qu'il est descendu à 1500 pieds sous le hard deck? Est-ce que c'est alors qu'il était en train d'essayer de récupérer l'avion, hein, ou est-ce que c'est pendant le combat, ce qui m'étonnerait beaucoup? Maintenant, ça manque un peu d'informations là-dessus et c'est par rapport à ça, je pense, qu'il y a justement ces poursuites 72 et 73, inobservation des prescriptions de service et abus et dilapidation du matériel. Pourquoi? Parce que si en toute conscience, le pilote est descendu 1500 mètres sous le hard deck sans respecter ces règles d'entraînement qui lui sont imposées par sa hiérarchie, oui, je comprends. Maintenant, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il serait intéressant de voir pourquoi est-ce que lui et les F5 sont descendus à 1500 pieds sous le hard deck et en savoir plus. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important de comprendre. Je n'ai pas, avec les informations à ma disposition, la réponse. Mais j'aimerais savoir pourquoi il était 1500 pieds sous le hard deck. Est-ce que c'est vraiment lors du combat? Normalement, c'est fin de l'entraînement. Et si c'est volontaire, qu'il est volontairement descendu sous le hard deck à très haute incidence, eh bien oui, c'est ce qu'on appelle une faute. Et une faute, eh bien, vous avez des conséquences derrière, il ne faut pas faire de faute. Il y a une grosse différence entre une faute qui est une transcription volontaire et une erreur qui n'est pas volontaire. Donc je ne comprenais pas vraiment l'objet de cette poursuite avant de tomber sur cet article-là, avant ce petit passage-là. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre. Je vais vous lire vite fait le résumé. Ils disent la perte de l'avion est due au fait que le pilote a quitté l'appareil en s'éjectant. Alors ça, je trouve ça affreux de lire une chose comme ça. Si vous êtes pilote, sortez-vous ça du cerveau. S'il faut s'éjecter, il faut s'éjecter. Hein. Personne ne s'amuse à s'éjecter de l'avion. Qu'il n'a pas appliqué les mesures d'urgence prescrites en cas de décrochage dans le réacteur. Oui, mais s'il est déjà en train de déclencher en dessous de 10 000 pieds, et qu'il est au-dessus des montagnes, j'aimerais bien qu'on mette l'enquêteur dans l'avion. Il verra que c'est peut-être pas si confort. Et qu'il n'a pas ou pas correctement effectué la manœuvre prescrite en cas de mouvement de lacet et de roulis involontaire. La non-conformité de la définition... Alors là, ça, cette partie-là, je la trouve dure. Par contre, la non-conformité de la définition des altitudes minimales de sécurité pour l'entraînement au combat aérien joue aussi un rôle dans le crash de l'appareil. Oui, mais surtout dans la récupération et surtout dans la qualification, je pense, en tant que faute. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Moi, en tout cas, je vais continuer à essayer de trouver plus d'informations parce que je n'ai pas réponse à tout avec ce document-là. Derrière, il y a des recommandations. Recommandations notamment sur le franchissement de la vitesse minimale requise pour maintenir le contrôle de l'avion. Oui, alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, il y a un concept qu'on appelle la VMCA.
vitesse minimum de contrôle air. Quand vous avez un bimoteur à très faible vitesse, que vous avez un moteur éteint et un moteur à fond, ça crée une telle dissymétrie, même si les moteurs sont l'un à côté de l'autre, que vous ne pouvez plus contrôler l'avion. La seule chose que vous pouvez faire pour récupérer le contrôle, c'est de réduire le moteur qui marche. Et là, vous avez moins de dissymétrie et vous pouvez reprendre le contrôle. C'est très vrai sur des avions qui ont des moteurs très écartés comme des avions de ligne, mais ça peut être vrai, par exemple, voilà, à très haute incidence, à très faible vitesse avec un avion de combat, vous perdez un moteur, ça crée une forte dissymétrie. Il faut réduire la puissance sur l'autre pour pouvoir repousser sur le nez, récupérer de l'énergie et après vous pouvez remettre de la puissance, ça marchera. Donc il est vraiment dans un, comme on dit, un coin du domaine de vol qui était très difficile. Peut-être qu'il n'y avait pas été assez sensibilisé, c'est ce que semble dire un petit peu ça, donc problématique de la VMCA. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que le concept vraiment de VMCA, moi je l'ai vraiment découvert en passant mon IRME, mon multi-engine piston, parce que sur les avions de combat, généralement c'est pas vraiment un vrai problème. Donc c'est pas des choses auxquelles on est forcément très sensibilisé. Donc c'est intéressant de voir que c'est un point qui soulève. Ensuite derrière, eh bien, ça veut creuser le hard deck, le soft deck. Et ensuite, derrière également, cette problématique, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu l'alarme plus tôt? Ça lui aurait permis sûrement d'éviter de trop monter en incidence, de trop réduire sa vitesse, et in fine, eh bien, d'aller chercher cette fameuse VMCA. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Un avion qui monte en incidence, qui se retrouve avec une poussée dissymétrique, qui perd le contrôle, un pilote qui n'applique pas tout à fait la bonne procédure, et qui décide très rapidement de s'éjecter pour sa survie parce qu'il a perdu le contrôle de l'aéronef en basse altitude. Néanmoins, une possible faute professionnelle en faisant du combat en dessous des altitudes prévues par les ordres et par les textes. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de refaire une vidéo, peut-être avec des sources d'informations plus précises. Fly safe et excellente semaine à vous.